absolument pas réglé du tout et que ceci va réagir. Bienvenue au royaume des experts. Ceux qui vous disent comment réparer votre auto, décorer votre maison ou préparer vos repas. Ils vous disent aussi quel vin boire et quel tableau acheter, et même quelle opinion avoir. Aussi, comment s'alimenter et vivre éternellement. Dans ce monde frénétique, continuellement bombardé d'informations, les experts sont devenus incontournables. Ils nous disent quelles voitures sont les plus sécuritaires, puis elles sont rappelées. Si vous faites un régime, il y aura quelqu'un pour vous dire quoi faire. Si vous voulez vous tailler les ongles d'orteil, il y aura un expert là aussi. Même vivre est devenu une profession d'expert. Tous les jours, une armée d'experts, d'analystes et de conseillers se mobilise pour répondre à vos besoins. J'ai survécu en prison. Croyez-moi, je suis un expert. Thumbs down to the stock, Amanda. It's going to go to zero. Devant cet étalage quotidien, comment penser autrement que les experts? Ce sont des experts, après tout. Mais attention, durant le crash de 2008, quel expert avait prévu le coup? Quel expert avait vu venir la révolution arabe? Pourtant, ils étaient fort nombreux à la commenter par la suite. Que faire de toute cette expertise? L'opinion des experts vaut-elle vraiment mieux que la vôtre? Peut-être sommes-nous en présence d'une nouvelle secte? Une industrie florissante, aux allures de religion? L'expert moyen a le même doigté qu'un chimpanzé jouant aux fléchettes. Le pouvoir des experts, des faux vrais experts ou des vrais faux experts, est terrible. Il s'agit d'une armée d'imbéciles à qui les médias donnent une crédibilité absolue. Un énorme pourcentage d'experts ne racontent que des conneries. Voilà votre clip de la journée. Alors voyons ce que valent les experts. Commençons par celui qui intimide tout le monde, l'énologue. Ce grand prêtre dont les notes déterminent ce que nous, simples profanes, devons déguster pour s'élever au-dessus de la masse. Ces experts sont d'une prétention à toute épreuve. Une simple gorgée leur permet de déceler le moindre petit goût de pacane aromatisé de réglisse et de poussière de roche. Mais savent-ils vraiment de quoi ils parlent? L'endroit idéal pour découvrir la réponse, la vallée de la Loire en France. Frédéric Brochet a commencé à déguster des vins au vignoble de son père à l'âge de 11 ans. Aujourd'hui, il produit 1 million de bouteilles de Château Domaine Empélidé chaque année. Il est également professeur d'énologie, la science des vins, à l'Université de Bordeaux. Selon lui, la majorité des experts ne savent distinguer un grand cru d'un vin ordinaire. Il sait de quoi il parle. Lors d'une étude, Brochet a demandé à 56 experts de déguster 2 Bordeaux. Une bouteille avait l'étiquette d'un grand cru, l'autre d'un vin ordinaire. En fait, les 2 bouteilles contenaient le même vin. Mais tous les experts se sont trompés, aveuglés par leurs attentes. Sur les 56 sujets, 2 sujets ont émis le doute que le vin puisse être effectivement un vin aussi réputé, mais tous les autres ont, dans le vin qui était présenté sous l'emballage réputé, ont recherché les qualités d'un vin réputé. Alors que ce même vin présenté dans une étiquette défavorable a été décrit comme ayant une odeur pas très intéressante, plutôt de vinaigre. Dans le cas où les experts attendent un vin de qualité, alors ils recherchent les qualités. Quand les sujets attendent un vin de mauvaise qualité, alors ils recherchent les défauts.
Brochet est aussi expert conseil pour Fauchon, le grand marchand de vin parisien. Ici aussi, il fait des dégustations à l'aveugle pour des clients réguliers et certains experts. Il lui arrive de jouer des tours. Il substitue ce château chamiré à 30 $ aux Nuits Saint-Georges valant 500 $ et vice-versa. Verront-ils la différence? Contrairement à ses études précédentes, les gens ici peuvent discuter et s'entraider. Peu importe, la majorité se fait prendre au jeu. De vieux vins, là, vraiment. Et c'est pour ça qu'on se dit... Ce consultant préfère le chamiré bas de gamme au grand cru Nuits Saint-Georges. Si je devais mettre une note sur le premier vin, je mettrais 12 sur 20, hein, sur le chamiré. 12 sur 20, parce que c'est vraiment un très joli vin, flatteur et séducteur. Et sur le Nuits Saint-Georges, je mettrais plutôt 14, mais avec un peu de réserve. Voilà. Moi, je préfère le château chamiré. Cette non-experte choisit le grand vin dissimulé dans la bouteille de vin ordinaire. Mais le conseiller de chez Fauchon la corrige, le pauvre. Est-ce que c'est le meilleur vin pour moi? Ah non. Le Nuits Saint-Georges est un vin un peu plus complexe qui va être apprécié par des professionnels, voire des amateurs avertis. Je ne sais pas trop faire la différence entre les deux là. C'est difficile pour moi. Brochet a même découvert que les experts ne savent pas distinguer un vin rouge d'un vin blanc. Lors d'une étude, il a servi un vin de chaque type à 54 œnologues. Il s'agissait en fait d'un seul vin blanc auquel on avait ajouté une goutte de colorant rouge. Pas un seul expert ne flaire l'astuce. Encore une fois, on prend ses désirs pour la réalité. Les experts vont décrire le vin blanc coloré en rouge comme un vin rouge. Les seules fois où les sujets perçoivent que c'est le même vin, c'est qu'ils sont naïfs. Parce que justement, s'ils sont naïfs, ils ont moins d'attente des odeurs du vin rouge. C'est des gens qui n'ont jamais bu de vin, en fait. Selon Brochet, aucun vin ne coûte plus que 20 $ la bouteille à produire. Les prix faramineux des grands vins tiennent de la mythologie et du marketing. Ce sont les dégustateurs qui, eux-mêmes, créent les différences entre les vins. Donc, nous devons faire confiance à nous-mêmes, c'est-à-dire à notre langue. Les œnologues ne sont pas les seuls à nous imposer leur goût. Mais dans certains domaines, les enjeux sont époustouflants. Dans le domaine prestigieux des beaux-arts, il est souvent difficile de reconnaître quels tableaux ont une grande valeur et lesquels ne sont qu'imitations. On s'attendrait à ce qu'un spécialiste puisse faire la part des choses, non? Mais encore une fois, les grands experts sont souvent bernés par leurs propres attentes. Cette collection à la National Gallery de Londres est une honte. Les tableaux que vous voyez sont normalement cachés au sous-sol, mais aujourd'hui, ils sont exposés au grand jour. Il s'agit d'une collection de faux qui a l'honneur d'avoir trompé les experts du musée. Le musée expose aujourd'hui ses bévues aux yeux de tous, laissant entrevoir l'étendue du problème. Combien d'experts en art se font-ils berner année après année? Et comment est-ce même possible? L'artiste britannique John Myatt a falsifié plus de 200 toiles de grands maîtres, dont Monet et Matisse, qu'il a ensuite fait passer pour des originaux. Nicolas de Staël, peintre peu connu. Pendant 9 ans, Myatt a réussi à tromper les experts des musées et des maisons d'encan. La plus importante fraude en art du XXe siècle, selon Scotland Yard. Myatt est devenu faussaire à la fin des années 80, en étudiant dans les musées le style du peintre britannique Ben Nicholson. Je restais debout à regarder le tableau pendant 1 heure, le temps de bien assimiler ce que je voyais. Et puis je rentrais à la maison et peignais quelque chose du même genre. Et ça marchait très bien. Au début, ces reproductions n'étaient pas très réussies. Mais malgré tout, Myatt et un complice ont présenté 2 tableaux dans le style de l'artiste français Roger Bissière à la célèbre galerie Tate.
Ils se sont présentés comme historiens des beaux-arts et ont convaincu les experts que l'étoile était authentique. 2 hommes en sarrau amènent l'étoile. Nous regardons tous les tableaux au bout de la table. Certains s'exclament « Ils sont vraiment magnifiques ». Ils étaient peints avec de la peinture domestique sur des toiles neuves. Et l'expert du musée les a regardés et a dit « Ça me semble très bien. C'était incroyable. Trop stupide pour être vrai. » Quelques années plus tard, Myatt avait peint près de 200 faux Chagall, Picasso, Miro et Giacometti, tous vendus ensuite par les plus importantes maisons d'encans d'Europe. Avec le temps, la qualité de ces faux s'était améliorée, mais il reste estomaqué que tant d'experts n'y aient vu que du feu. On leur a dit ce qu'ils allaient voir, alors c'est ce qu'ils ont vu. Franchement, je les plains, ces experts, car même les meilleurs d'entre eux sont faillibles. Ils vont faire des erreurs. Les grands faussaires n'ont jamais été pris. On ne sait pas ce qui est faux ou pas. Et les meilleurs faux, n'oublions pas, sont ceux qui trônent en ce moment dans les grands musées du monde et qu'on croit authentiques. Marjorie Wiseman, conservatrice à la National Gallery de Londres, croit que les experts se trompent, obnubilés par l'idée de trouver la perle rare. Tous les historiens de l'art, tous les conservateurs espèrent faire la prochaine grande découverte. Ils veulent découvrir le vieux chef-d'œuvre égaré. Alors parfois ils oublient de faire leur devoir. On ne voit pas clair par cupidité financière, mais aussi par cupidité professionnelle. Vous voulez être celui qui a fait une grande découverte. En 2009, une exposition de soldats chinois en terre cuite, présentée au musée de Hambourg, s'est avérée de la poudre aux yeux. Il s'agissait de faux. Ailleurs en Allemagne, un expert en art a déclaré qu'une toile aux couleurs vives était une œuvre typique de l'artiste Ernst Wilhelm Ney, un lauréat du prix Guggenheim. L'artiste était en fait un chimpanzé. Selon le critique d'art français Patrick de Bézère, tous les experts font des erreurs. Le meilleur expert, c'est celui qui se trompe le moins. On ne peut pas toujours avoir raison, et il arrive qu'on fasse des erreurs. Donc le meilleur expert, c'est celui qui se trompe le moins, puisqu'il y a des experts qui se trompent beaucoup. Que ce soit les musées, les collectionneurs privés, les historiens, les spécialistes, nous sommes tous vulnérables à ce genre de comportement. L'art et le vin relèvent du subjectif, mais les affaires, elles, reposent sur du concret, des chiffres et des données quantifiables. Nous avons une multitude de consultants, d'analystes et de conseillers financiers et un paquet de livres en librairie pour le prouver. Mais comment au juste sont-ils devenus experts? Lorsque Matthew Stewart a débuté comme consultant en gestion, il ne connaissait rien au monde des affaires. Sa formation consistait en un bac en philo. Mais un cours intensif de 3 semaines en gestion le transforma en expert instantané. Je suis devenu consultant par accident. Je suis tombé dedans par défaut. J'ai été surpris de constater que mon manque de formation n'était pas un obstacle. Je ne connaissais rien au fonctionnement de la bourse. Stewart est rapidement devenu une vedette de la consultation, voyageant de par le monde, conseillant entreprises et gouvernements. Tous peuvent faire comme lui, explique-t-il dans son livre « Le mythe de la gestion », pourquoi les experts se trompent continuellement. Si vous voulez devenir expert, il y a quelques règles de base à respecter. D'abord, c'est important d'être grand, puisque c'est une bonne façon d'établir votre autorité. Deuxièmement, portez beaucoup de clinquants, des objets qui démontrent votre aisance matérielle. Conduisez une belle voiture, descendez au bon hôtel. Le succès vient de l'apparence du succès. C'est essentiel pour asseoir votre expertise. Vous faites preuve de votre savoir et de votre expertise par ce que vous affichez, en montrant que vous utilisez ces forces à votre avantage. Maximize. Minimize. Outside the box. Pour avoir l'air d'un expert, il faut maîtriser leur langage. Pour devenir un expert crédible, il faut maîtriser le jargon.
J'utilisais des expressions comme bottom line et maximiser, plutôt que de parler de simples améliorations. Ne dites pas « notre stratégie repose sur ce qu'on sait faire ». Dites plutôt « elle est basée sur nos compétences intrinsèques ». Voilà comment on devient un expert. En France aussi, les experts sont omniprésents, surtout dans les médias. Ce qui montre que la reconnaissance est passée en 3 ans d'un déficit de finances publiques de 8% de la richesse nationale. Ici également, le jargon aide à faire mousser l'image d'expert, explique l'historien Étienne Auger. Les experts ont leur propre jargon. Les économistes, par exemple, aiment beaucoup utiliser un jargon avec des push, des pulls, des dérivés, des choses comme ça, pour justement montrer leurs compétences. Les experts religieux, les prêtres, utilisent eux-mêmes un jargon. Par exemple, le fait qu'il y ait beaucoup de messes qui soient dites en latin, ça indique qu'il y a un jargon auquel les ouailles n'ont pas accès. L'expert maîtrise les codes qui lui permettent justement de se placer comme quelqu'un qui interagit avec des puissances auxquelles on n'a pas accès. Et beaucoup d'experts marchent de cette façon. Ils donnent tout simplement une idée du champ qui est terriblement compliqué, qui est absolument incompréhensible pour quelqu'un qui ne soit pas expert. Et ça crée la dépendance. Et après, il faut bien sûr le payer pour se faire sortir du labyrinthe qu'il a construit lui-même. Stewart croit que les gourous de la gestion sont des marchands d'illusions. Tout ce domaine n'est que fabrication, afin de faire croire que les affaires sont une science basée sur des formules. Notre économie aujourd'hui est basée sur la notion qu'il y a des gens qui ont un accès privilégié à une expertise spécifique, telle que gérer des entreprises, voire diriger le monde. Ceci permet à ceux qui en ont le culot de s'avancer et de dire « Je suis l'expert. Je sais comment gérer des groupes d'humains de la même façon que vous, monsieur, savez fabriquer un téléphone cellulaire ou concevoir un édifice. » Mais c'est de la foutaise. Stewart croit que les improvisateurs comme lui sont légion. Soyons honnêtes. Il n'y a pas de véritables experts en matière de gestion. C'est un domaine d'imposteurs. L'idée d'une science ou d'une technologie qu'on pourrait appliquer dans ce domaine ne tient pas debout. Mais entreprises et gouvernements aiment engager les experts, si ce n'est que pour protéger leurs arrières. Ils utilisent des experts pour se protéger. Ils peuvent dire « nous avons consulté des experts et ils nous ont dit « faites ceci ». C'est ce que nous faisons. Alors s'ils échouent, ils peuvent toujours pointer les experts du doigt. Ça profite à tout le monde d'une certaine façon. Tout le monde s'y retrouve. Les gouvernements qui justement présentent leurs experts vont s'y retrouver en disant voilà, nous on a employé les meilleurs, donc si quelque chose s'est mal déroulé, c'est pas notre faute parce que nous on a vraiment voulu employer les meilleurs. Si tout va bien, alors vous êtes un génie. Et vous n'êtes pas obligé de dire que ce sont des experts qui vous ont mis sur la bonne piste. Il y a un domaine où l'appétit se creuse tous les jours davantage pour des avis d'experts. La vitamine D, une cure miraculeuse. Selon une étude, le jus de grenade... Le café serait bon pour le cœur. La santé est devenue une obsession. Les gens recherchent des produits miracles pour les aider à vivre plus longtemps. Le tout présenté comme des médicaments plutôt que de la nourriture. Pineapple contains a protein-digesting enzyme called bromelain. Nous recherchons des solutions magiques d'un bataillon de nutritionnistes, diététistes et guérisseurs holistiques qui nous diront comment garder la santé et se protéger du cancer. Que les graisses d'oie, notamment, sont riches en acides gras polyinsaturés. Mais les modes changent si rapidement qu'on en perd son latin, dit l'écrivain et humoriste français Jean-Loup Chifflet. Moi, je me suis jeté sur les oméga 3, je me suis gavé de sardines, je me suis gavé de saumon pour me protéger du cancer, et je viens d'acheter l'autre livre qui me dit que c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Alors, je ne sais plus à quel saint me vouer. Selon le docteur britannique Ben Goldacre, auteur du livre Bad Science, plusieurs experts en alimentation ont très peu de formation ou de connaissances réelles. Il y a une armée de gens donnant des conseils très précis. Ils se prétendent nutritionnistes. Mais vous savez,
Il y a des universitaires dont l'expertise traite des liens entre les aliments et la santé. Ce sont des nutritionnistes, mais ils songent à changer de titre, car il a été totalement dévalué et caricaturé par l'arrivée de toute cette horde de nouveaux conseillers. Selon Goldacre, les associations professionnelles ont souvent des critères si peu rigoureux que n'importe qui peut obtenir un diplôme d'allure professionnelle. La preuve, ce diplôme obtenu par la Poste au nom de sa chatte décédée, Henrietta. Il n'est donc pas nécessaire d'être nutritionniste, ou même un être humain, ni même d'être en vie pour devenir membre de l'American Association of Nutritional Consultants. Attention, 3, 2, 1. Ah, au lieu d'une explosion, nous avons une lampe. À l'université McGill, le docteur Joe Schwartz est lui aussi aux aguets face aux nouveaux gourous de la santé. Les faux experts sont un énorme problème pour le monde scientifique. Plusieurs de ces soi-disant experts sont en réalité des charlatans. The results we obtained with thousands of patients with all types of cancer definitely proves ESSIAC to be a cure for cancer. Did you hear that? The C word, cure for cancer. Studies done in laboratories... Ils font la promotion de traitements qui ne fonctionnent pas et de suppléments alimentaires qui n'ont aucun effet. This food-grade hydrogen peroxide is the one way to cure cancer, to eczema, to gout, to arthritis, to asthma. C'est bien sûr une question d'argent. Il n'y a pas d'autre motivation. Des experts réputés sont parfois engagés par ces marchands de santé, ce qui peut influencer les résultats de leurs recherches. Lorsqu'on est rémunéré, c'est difficile d'être vraiment objectif. Il y a toujours un biais. Vous savez ce que vos clients veulent voir, même si ce n'est jamais spécifié. Chaque fois que de l'argent est impliqué, je crois qu'il faut se méfier de l'expertise. Les experts et leurs solutions magiques inondent actuellement nos médias, ce qui nous empêche, selon Goldacre, de noter les comportements qui nous garderaient réellement en santé. Je pourrais écrire un livre intitulé « Le guide quotidien de santé du Dr Goldacre ». Et ce serait le même conseil pour chacune des 365 pages. Mangez plus de fruits et de légumes tous les jours pendant 70 ans. Désolé de vous l'apprendre, 70 ans, c'est long. Désolé aussi de vous dire que votre cure désintox de 5 jours est inutile. Mais c'est la réalité. Si vous dites aux gens que leur régime de 5 jours va régler leurs problèmes, alors ils se disent « Je peux manger des croustilles devant la télé au lieu d'aller au gym ». Alors, quelle est l'ampleur des experts sans expertise? Christopher Surf est un des fondateurs du National Lampoon et Victor Navatsky est un ancien rédacteur de l'hebdomadaire The Nation. Ils sont co-directeurs de l'Institut d'expertologie, un think tank ambulant sur l'épineuse question des experts. Voilà, l'Institut d'expertologie. Auteurs du livre The Experts Speak, ils ont colligé les plus célèbres prédictions d'experts de tous les temps. La bourse a atteint un plateau élevé qui est permanent. Irving Fisher, économiste de renommée mondiale, juste avant le crash de 1929. Qui veut entendre des comédiens parler? Warner Brothers, 1927. En 1962, un dirigeant de la compagnie de disques Decca a rejeté un groupe pop en disant « Nous n'aimons pas leur son. Les groupes avec des guitares sont une mode du passé. » Il venait d'entendre les Beatles. On pourrait croire que le simple hasard ferait qu'un expert, même sans aucune expertise, aurait raison 50% du temps. Mais nous n'avons trouvé aucun expert qui ait déjà eu raison, quel que soit le sujet. Bon, il exagère un peu. Mais dans leur livre de citations erronées, les deux auteurs démontrent que les experts militaires ne valent pas mieux que les autres. Wellington est un piètre général. Tout sera réglé avant le déjeuner. Napoléon, avant la défaite de Waterloo. Il ne pourrait pas atteindre un éléphant à cette distance. Dernière parole prononcée par le général John Sedgwick, guerre de sécession américaine.
Les chaînes de nouvelles en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ont bien sûr beaucoup à voir avec la multiplication des experts sur nos petits écrans. De plus en plus, la formule est d'avoir un expert d'un côté et un autre expert de l'autre qui vont s'engueuler comme du poisson pourri à l'écran. En France, on aime beaucoup les combats de coqs. Je suis dans la filiation de Clémenceau, de François Mitterrand. On aime beaucoup les batailles d'experts. Il faut justement qu'il y ait un petit peu de... qu'il y ait cette petite dose de violence, toujours contrôlée, mais de violence pour nous permettre justement de voir une vraie bataille d'experts. Vous êtes un petit fasciste, monsieur. Mais comme d'habitude, voilà. Si vous avez une troisième opinion, ça complique les choses. C'est un petit peu comme un match de foot. Personne n'est pour l'arbitre. Y a-t-il plus de deux côtés à une médaille? Disons qu'une personne dit 2 plus 2 égale 7, et l'autre dit 2 plus 2 égale 5. Est-ce que la vérité est quelque part entre les deux? Est-ce 6? Le chroniqueur scientifique David Friedman a passé 2 ans à vérifier l'exactitude des prévisions d'experts dans plusieurs domaines. Son verdict, il se trompe toujours. Généralement, les experts se trompent. C'est aussi simple que ça. On peut même quantifier la fréquence des erreurs. Par exemple, on constate qu'environ 2 tiers des études qui sont publiées dans les grands journaux médicaux sont erronées. Si de grands universitaires se trompent, que dire alors des experts de pacotille? Aujourd'hui, il nous faut un expert pour installer le téléviseur, un spécialiste en couleur avant de peindre les murs, et un expert pour gérer nos relations conjugales. Ah, et que dire des experts à qui nous confions nos épargnes et nos finances publiques? Une pseudo-science, à en juger par les résultats. Des économistes ont étudié le taux d'erreur dans les revues spécialisées et ont découvert qu'il est très près de 100%. Les études publiées dans les revues économiques sont presque toutes erronées. Mais les économistes s'en excusent rarement. Même si on ressort des photos d'archives, ils vont nous expliquer que c'est pas eux qui se sont trompés, c'est que le marché est capricieux. C'est pas du tout la même chose. Eux, leur analyse, elle est rationnelle, elle est logique. Mais le marché se comporte pas de façon rationnelle. Donc forcément, eux ont raison, mais pas le marché. Lorsque la bulle économique creva en 2008, le Canadien William White était l'économiste en chef de la BRI, la Banque centrale pour tous les gouvernements. Maintenant à Paris, il dit que même les plus grands experts financiers du monde étaient aveuglés par leurs propres théories. Je crois qu'au cours des dernières années, les experts ont fait un très mauvais boulot. On croyait que l'économie était une science. En fait, l'économie n'est pas une science. Elle dépend trop des comportements humains. Ce serait beaucoup mieux si nous tous, experts, admettions qu'on en sait très peu sur le fonctionnement de l'économie. L'économie, c'est pas justement fondé sur des choses rationnelles, puisque c'est une science humaine, et les humains ne sont pas rationnels. Donc on ne peut pas prévoir le comportement des humains sur 1 mois, sur 3 ans, sur 5 ans. La règle, c'est face, je gagne, pile, vous oubliez qu'on a parié. Vous ne perdez pas votre statut de gourou simplement parce que vous vous êtes planté. Garner souligne que la revue The Economist a comparé 10 ans de prévisions de divers groupes d'experts au sujet de l'économie et de l'inflation. Parmi ces gens, il y avait des PDG de grandes entreprises, des économistes, des sommités, mais aussi des éboueurs de la ville de Londres. Après 10 ans, ils ont revu toutes les prévisions et ceux qui avaient le mieux réussi, c'étaient les éboueurs. Nous avons toujours cette idée du grand expert qui peut trouver les solutions que nous ne voyons pas. Une espèce de Superman qui est magique. Ça, c'est surtout l'attraction de l'expert. Et donc, le règne de l'erreur se poursuit. Nous nous fions aveuglément aux experts et en payons le prix quand ils se trompent. Mike Holmes est une vedette de la télé canadienne qui mène une croisade contre les piètres experts en rénovation domiciliaire. Sa dernière série télévisée a pour cible les inspecteurs en bâtiment. Oui, ils font beaucoup d'erreurs.
et des erreurs vraiment coûteuses. Aujourd'hui, l'équipe de Holmes filme cette maison de Toronto. Elle a été vendue pour 280 000 $ après qu'un expert l'eut approuvée. Quand les problèmes sont apparus, le propriétaire a consulté Holmes, qui a estimé qu'il fallait investir 200 000 $ en réparation. Holmes a vu bien pire. Le problème, selon lui, est que les inspecteurs sont vus comme des experts qualifiés, alors que plusieurs ont peu ou pas d'expertise. On peut devenir un expert en claquant des doigts. Il y a une formation en ligne d'1 heure, il y a aussi un cours de 2 semaines. Pensez-y, d'où sortent ces gens-là? Étaient-ils entrepreneurs en construction? Si oui, ils méritent d'être inspecteurs. Mais imaginez que vous travaillez chez McDonald's, que vous en ayez eu marre et que vous vous êtes demandé quoi faire. Vous avez suivi une formation de 2 semaines et vous voilà inspecteur en bâtiment. Et maintenant, les acheteurs de maisons vous voient comme un expert. L'industrie des experts est en pleine expansion. Alors, comment devient-on expert? Les semaines, les mois ou les années qui viennent, de nouvelles crises bancaires aux États-Unis, en Allemagne, moins en France, parce qu'en effet... À une époque, on maîtrisait un sujet, on écrivait un livre, ou on se recyclait comme politicien. Le pouvoir n'a pas à briller pour briller, le pouvoir a à servir. En France, les écoles d'experts sont les facultés de philosophie, de véritables pépinières pour les réseaux de télé. Et puis, il y a eu le phénomène de la Pride. Les femmes sont des hommes inaccomplis parce qu'il leur manque un pénis. C'est-à-dire la séparation absolue des convictions et de l'espace public. Le philosophe, en France, c'est notre expert de base. C'est-à-dire que dans toutes les émissions, on les retrouve tous parce qu'ils sont experts en tout. Le philosophe, il est capable de parler aussi bien du réchauffement climatique. Malgré le réchauffement climatique avec lequel on nous rebat les oreilles, on n'empêchera jamais la neige de tomber en hiver. De donner son avis sur la disparition des ours au pôle Nord ou de la sexualité chez la femme tchécoslovaque. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont un diplôme de philosophe, parce que comme ça leur permet d'intervenir sur tout. Quand on est Premier ministre, on a du sang-froid. C'est l'aristocratie de la pensée, on les déteste, mais on est très fiers. C'est-à-dire que nous, on a le droit de les critiquer, mais pas vous. Aux États-Unis, par contre, il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances pour devenir expert. Ici, la fabrication instantanée d'experts est devenue une industrie prospère. Certains se vantent de pouvoir faire de n'importe qui un expert en quelques jours. Place à l'école des experts. Je m'appelle TJ Walker et j'aide les gens à être détendus et confiants devant la caméra. Qu'est-ce qui cloche? Je ne semble pas à l'aise. Pourquoi j'écouterais votre opinion si vous semblez avoir peur d'être là? TJ Walker enseigne comment se présenter et parler comme un expert. Imaginez que je suis ici aujourd'hui pour vous montrer comment maîtriser votre image et convaincre les gens que vous êtes le meilleur expert au monde. Qu'est-ce que vous remarquez? Quand il s'agit des médias, s'il y a un seul détail qui cloche, c'est tout ce que les gens vont retenir. Ses clients paient de 2 000 à 7 000 $. Ils sont médecins, gens d'affaires, agents en relations publiques, et tous aspirent à une carrière médiatique. Sarah Harding a été Miss Fitness. Elle veut devenir experte en conditionnement physique à la télé. Absolument, je rêve de devenir un expert. Je voudrais qu'on me considère experte dans mon domaine. J'aimerais définitivement être reconnu comme expert en vente à découvert. J'aimerais être à CNN un jour. Je voudrais devenir expert en psychologie sportive, être invité aux émissions d'information et de sport pour parler de psychologie et ses effets sur les athlètes. Selon TJ, il y a un énorme appétit pour les experts dû à la croissance des chaînes télé par câble. Les experts sont en demande pour une seule raison. C'est bon marché. Ce qui coûte le moins cher, c'est d'avoir un animateur fort en gueule, accompagné de 2 invités dogmatiques. Un d'un côté de la question et un de l'autre. Ça ne coûte pratiquement rien. Pour bien des gens, c'est un rêve d'être un expert, d'être un gourou. C'est très attrayant comme carrière.
C'est enivrant. Alors beaucoup de gens frappent à la porte. On peut devenir expert par l'écriture ou par ses diplômes. Mais la meilleure façon, dit le conseiller, c'est de suivre une formation et d'être vu à la télé. Si vous êtes invité comme expert, les autres médias vont emboîter le pas. Comment faire pour être cité? Et je vous garantis que vous allez être cité. La meilleure façon, c'est ça. Attaquer. Vous n'êtes jamais responsable de vos pensées, on reste toujours dans le... Attendez, là, je ne suis pas responsable de quoi? On reste... La règle d'or de TJ, ne jamais paraître compliqué ou hésitant. Plus vous paraissez convaincu, plus vos chances de devenir un expert à la télé sont bonnes. Répétez souvent les mots toujours et jamais. Évitez de dire peut-être. Lorsque vous vous exprimez de façon définitive, absolument, toujours, nécessaire, chaque fois que vous faites ça, vous augmentez vos chances d'être cité. Voici donc un nouveau bataillon d'experts en herbe prêt à marteler des certitudes. Va pour donner son opinion sans cligner des yeux. Mais qu'en est-il de la véritable expertise de ces gens-là? L'expert mondial sur les experts scrute le sujet depuis déjà 20 ans. Le professeur Philip Tetlock a suivi 300 experts des médias et des gouvernements qui ont émis pas moins de 82 000 prédictions concernant l'économie, mais aussi des enjeux politiques majeurs. Résultat, les experts n'ont guère fait mieux que des chimpanzés jouant aux fléchettes. Plus l'expert était réputé, et plus il était certain, plus il se trompait. Les pires experts, ceux dont les prévisions étaient totalement erronées, étaient ceux qui avaient des opinions très arrêtées. La formule pour se tromper, c'est d'avoir des idées arrêtées, de refuser de revoir notre position malgré de nouvelles preuves et de s'aventurer à prédire le futur éloigné. We're going to see depression-level unemployment rates, 22-25%. $200 a barrel oil. Bear Stearns is fine. Do not take your money. This is real. If there's one takeaway... Et si toutes ces conditions sont réunies, vous êtes en chute libre. Nous avons surtout droit à ceux qui se trompent le plus, ceux qui s'expriment avec le plus de certitude. Ceux qui sont le plus souvent cités dans les médias sont donc les pires. Si vous êtes vraiment pondéré, on ne vous invite pas. On ne vous entend pas. Vous n'êtes donc pas un expert. Cette tendance fait en sorte qu'au fil des ans, seuls les experts qui se trompent sont à la télévision. Et si un arbre tombe dans la forêt et que personne n'est là pour l'entendre, est-ce qu'il fait du bruit? Si on a un expert qui est très bon dans son domaine, mais qu'on n'entend pas, il n'aura pas d'influence justement sur l'opinion publique. Donc c'est pas toujours le meilleur qui va avoir le plus d'impact. Si nous étions plus avisés, nous écouterions l'expert bredouillant, l'expert qui s'interroge et qui se contredit souvent. Je crois que les experts ennuyants sont ceux qui ont le plus souvent raison. Plusieurs des personnes rencontrées nous ont vanté les mérites de l'expert modeste et tatillon. Quand un expert est absolument certain, je commence à avoir des doutes. Instinctivement, je me dis, il y a quelque chose qui cloche. Je veux en savoir plus. Je crois que le vrai expert devrait démontrer plus d'incertitude, surtout dans le domaine économique. Mais c'est difficile de se tailler une carrière de cette façon. Mais Matthew Stewart dit que la certitude, c'est exactement ce que vendent les consultants en gestion. Si vous voulez être un expert, soyez confiant. Soyez sûr de ce que vous avancez. Vous détenez la vérité. Vous ne faites que la communiquer aux autres. C'est peut-être pour cela que je n'aime pas le monde des experts. Je me remets souvent en question et je doute beaucoup. Les lois de la physique sont prévisibles, alors que les comportements humains, eux, sont trop complexes pour prédire avec précision. La certitude des experts agit alors comme un baume sur une plaie.
Existe-t-il un domaine où l'on peut être un expert réputé sans afficher une parfaite assurance? On cherche toujours. Les prévisions pour la région métropolitaine. 30% de probabilité de pluie et 50% d'orage. Ici, au Service météorologique du Canada, les prévisions sont toujours exprimées en pourcentage de probabilité. Pour les prévisions à plus long terme, il y a un avertissement sur le site avisant que ces prédictions ne valent guère mieux que le hasard, comme nous explique le climatologue en chef David Phillips. C'est comme jouer à pile ou face, aux fléchettes ou à la roulette. Il faut dire quelque chose. On ne peut pas afficher une carte vide et dire « la météo ce mois-ci a été annulée ». Alors on fait notre possible, mais on dit aussi « attention, ne vous y fiez pas, tout est possible ». Très peu d'experts ont ce genre d'humilité. Nous nous tournons plutôt vers ceux qui sont les plus confiants, pour ne pas dire effrontés. I don't know where else to turn. I'm in my mid-50s, I'm white, relatively well-to-do. I mean, I don't know who the hell I'm going to get stuck in prison with, you know? I mean, are these people rapists? Are they murderers? The effect on my family has just been horrible. D'accord, je suis un expert en ce domaine. Vous avez vu mon site web. J'ai fait 10 ans, tous les niveaux de sécurité. Je vais être très franc, Marc. Tu es cuit. Mais on va tenter de limiter les dommages. Voici Larry Levine, le dernier venu dans l'industrie des experts. Larry est un ancien détenu. Aujourd'hui, il donne des conseils aux criminels à cravate qui font face à la prison. C'est un expert carcéral dont le cours s'intitule « Comment survivre au pénitencier ». N'allez pas aux douches en pleine nuit, par exemple. N'allez nulle part seul. Méfiez-vous moins des autres détenus que du personnel. Si je vous dis ce qu'il va vous arriver derrière les barreaux, faites-moi confiance. Je suis un expert. Qui sait si les conseils de Larry sont judicieux? Mais ses clients veulent désespérément le croire. Ils ont peur et ne savent plus où donner de la tête. N'est-ce pas précisément ce pourquoi nous avons tous recours aux experts? Nous vivons dans un monde trépidant et sommes trop débordés pour tout comprendre. Alors, nous recherchons des conseils pour mieux vivre de nos entraîneurs, Respirez de façon régulière. de nos conseillers en alimentation, de nos experts en sexualité. Nous sommes devenus accros aux experts et ils sont accros à nous. Mais il y a une dépendance qui est double parce que les experts ont besoin de l'opinion publique pour exister et nous on a besoin des experts pour d'une certaine façon savoir quoi penser, savoir de quoi on peut discuter. Donc c'est toujours rassurant d'avoir quelqu'un qui vous dit de quoi l'avenir pourra être fait. C'est comme l'enfant qui a besoin de croire que quelqu'un est à la barre. Un des moments les plus importants de ma vie a été au début de ma carrière, à la Banque du Canada. C'est là que j'ai compris qu'il n'y avait pas vraiment de personne en charge. Nous voulons tous croire que quelqu'un comprend, que quelqu'un sait, parce que l'alternative, c'est le chaos. Et les gens ont peur de ça. And the relationship will be a relationship that doesn't have a divorce in it. And you'll be more happy than what you are right at the present time. Pendant des millénaires, nous avons eu recours aux clairvoyants et autres cartomanciens pour nous guider et prédire l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes trop sophistiqués pour croire à de tels procédés. Alors, nous recherchons des substituts. On dit de ceux qui vivent de la boule de cristal qu'ils sont condamnés à manger des éclats de verre. Ce qui ne semble pas s'appliquer à nos experts du petit écran qui maintiennent leurs prédictions impunément. N'empêche que tous ces experts jouent un rôle semblable au chaman d'antan, celui de faire miroiter la bonne aventure. Il existe une tribu où les chamans, pour s'orienter durant la chasse, prennent un os d'une carcasse, étudient les fissures, le lancent au sol, et si les fissures s'alignent dans une direction, c'est vers là qu'ils iront. Pour eux, c'est en fait une bonne façon d'éviter les idées préconçues. S'ils prenaient le temps de s'asseoir et de se demander « où devrions-nous aller ?», la tendance serait d'aller toujours dans la même direction. Alors qu'en se fiant aux fissures de l'os,
ils se dirigent dans une direction qu'ils n'auraient pas prise autrement et qui, ultimement, leur sera plus profitable. Que les experts aient raison ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance. On a besoin des experts, et même si on sait qu'ils ne sont pas infaillibles, on a envie de croire dans leur magie. L'expert aujourd'hui est un petit peu comme le chaman des temps passés. Pour le chaman, c'était une histoire d'entrailles de poulet. Pour l'expert aujourd'hui, c'est une histoire de PowerPoint, mais c'est la même histoire, non ? En Angleterre, le faussaire John Myatt fut éventuellement arrêté et condamné à 1 an de prison. À sa sortie, une surprise l'attendait. L'inspecteur de Scotland Yard qui l'avait arrêté l'a engagé pour peindre un portrait de famille. Le procureur ainsi que d'autres officiers de la cour qui admiraient ses talents ont fait de même. Aujourd'hui, Myatt gagne bien sa vie. Il vend ses faux honnêtement par l'entremise de Legitimate Fakes Limited. Il peint ce faux monnaie pour Ronnie Wood des Rolling Stones, dont le visage sera celui d'un des personnages. Mais Myatt continue de berner les experts. Selon la police, 120 de ces faux sont toujours en circulation entre les mains de collectionneurs, de marchands et dans certains musées. Et c'est très bien comme ça, dit-il. S'ils sont contents d'en être le propriétaire et que tout le monde, y compris les experts, croit que ce sont des originaux, mon Dieu, pourquoi voudrais-je aller leur dire « Vous savez quoi? C'est moi qui ai fait ça. » Alors il y a peut-être un bon côté à recevoir de mauvais conseils d'experts, quand les résultats vous rendent heureux. Mais sans doute existe-t-il un autre expert avec une toute autre opinion. Comme disait le célèbre joueur de baseball Yogi Berra, c'est difficile de faire des prédictions, surtout quand il s'agit de l'avenir.